Bonsoir à tous. Alors, bon, je sais pas, mon accent, vous allez peut-être trouver que je dis des choses de façon différente des vôtres. En attendant, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Ça fait quelques heures que je viens d'atterrir et c'est la première fois que je suis au Canada. Donc, ça fait longtemps que je rêvais de connaître le Canada. Voilà, donc le rêve est devenu réalité. Et ben voilà. Donc, aujourd'hui, on a un sujet. Vous vous souvenez du sujet dont on va parler? C'est donner un sens à sa vie. C'est un grand sujet. C'est un sujet qui a une certaine profondeur et qui a une grande importance, puisque finalement, ben, la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est tout ce que nous avons, en fait. Et donc, c'est vrai qu'on est tellement occupé à vivre notre vie, à assumer nos responsabilités, à être présent dans notre vie, dans notre famille, au travail, etc. Et donc, en général, nos vies sont très occupées. Mais après, il y a ce côté, cette dimension, parce que vous êtes tous ici présents, sans doute des personnes qui avaient l'expérience de la méditation, en tout cas, qui avaient compris que ce mouvement intérieur, qui est une invitation à mieux se connaître, à développer une certaine spiritualité, etc. Je pense que tous ici présents, vous avez fait ce mouvement. Hein. Et voilà, donc parce que notre vie, même si elle comporte de nombreux succès, bon, plus ou moins, il peut y avoir aussi quelques échecs, mais en attendant, je pense en vous voyant que, et en pensant à moi-même, que nous sommes des personnes relativement privilégiées par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde, tous les événements très douloureux où il y a beaucoup d'inimitié, de conflits, etc. Donc, on a la chance de vivre dans des endroits où on vit relativement bien. Donc, c'est déjà une chance et un privilège. Et cependant, est-ce que pour autant, nous nous sentons totalement satisfaits? Est-ce qu'il y a ce sentiment intérieur que, bah justement, que ma vie a du sens? Elle a sans doute beaucoup de sens, bien sûr, puisque, comme je disais, la vie, c'est précieux, mais est-ce qu'il y a ce sentiment d'accomplissement en moi? Et ça, c'est quelque chose de très sérieux. Moi, je me souviens que j'ai découvert la méditation quand j'avais 40 ans à peu près. Et donc, je vivais en France, j'avais un bon travail, une famille avec qui je m'entendais très bien et avec qui je m'entends toujours très bien, des amis. Enfin, je veux dire, ma vie était plutôt agréable. Mais à un moment donné, j'ai eu comme une espèce pas de crise, mais un questionnement. Et j'ai eu le sentiment que quelque chose manquait à ma vie, que quelque chose d'important m'échappait, n'était pas dans ma vie. Et je ne savais pas ce que c'était. Je n'aurais pas mis un mot, je ne me suis pas dit, je fais une crise spirituelle, vous voyez. Mais j'ai senti que quelque chose manquait à ma vie. Et donc, ben finalement, moi, j'ai pris les grands moyens. J'ai pris une année sabbatique et je suis partie en voyage avec mon sac à dos parce que je ne savais pas où aller frapper, je ne savais pas quoi faire. Mais c'était vraiment quelque chose, je me suis mise en route pour trouver des réponses. Et voilà, donc je suis partie un an. En fait, en tout, bon, pas rentrer dans les détails, mais en tout, je suis partie 2 ans et demi autour du monde avec mon sac à dos. Voilà. Et j'ai rien trouvé. Mais par contre, enfin, c'est comme un oiseau. Vous savez, un oiseau, on ouvre la cage et l'oiseau, il s'envole. Et donc, bah, c'est merveilleux de découvrir le monde, de découvrir la planète, de découvrir d'autres cultures, d'autres pays où il n'y a pas de... Moi, ce que je recherchais dans le voyage, c'est aller au-delà de toutes les étiquettes. Vous savez, quand on vit dans une culture, dans un pays, il y a des paramètres, il y a des jugements, des idées préconçues, etc. Et il n'y a rien de mal à ça, mais on est un peu cadré, un peu formaté.
Et moi, je voulais aller au-delà du formatage. J'avais envie de comprendre plus de choses au sujet des gens, des personnes, du sens de la vie. Et voilà, donc j'ai rencontré des gens. Voilà. Donc, ça a été un épanouissement, une ouverture. Et c'est en Espagne que j'ai découvert la méditation. Vous méditez tous? Oui? Bravo, félicitations. Et voilà, parce qu'en fait, de quoi avons-nous besoin dans notre vie pour sentir que nous habitons notre vie, quoi. Et eh bien, puisque vous avez tous sans doute fait les cours de méditation, appris à méditer, etc., ben vous savez que au-delà du personnage que nous sommes, de la personnalité physique, des différents rôles que nous jouons, etc., il y a eh bien, cette dimension spirituelle, il y a l'être conscient, l'âme, qui donne vie à ce corps. Et donc, même quand tous mes besoins sont comblés extérieurement, même quand il y a du confort, de l'harmonie, socialement, professionnellement, la santé, les relations, etc., tout ça, c'est formidable, c'est une belle structure dans notre vie qui nous permet d'évoluer avec un certain confort et un certain bien-être. Mais comme nous sommes un être spirituel, il y a toute cette dimension. Et je pense que même si on a tous les conforts et toute l'harmonie au niveau extérieur, si cette dimension n'est pas visitée ou découverte, eh bien, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je pense que, eh bien, il n'y aura pas ce sentiment d'accomplissement, de ce qu'on appelle un sens à la vie. Cette réalisation personnelle, quoi. Et donc, voilà cette découverte qui m'est arrivée et qui vous est arrivée aussi. Est-ce que vous sentez que votre vie a changé depuis que vous avez découvert la méditation? Oui? Oui, c'est ça. Donc, on se comprend. Hein. Et donc, en fait, parce que l'âme, l'être conscient que nous sommes, c'est quand même notre centre de gravité, hein, cette petite étincelle lumineuse, hein, cette énergie pure qui vit dans notre corps, qui donne vie à notre corps et qui se manifeste. Hein, de quoi est-elle faite? Hein, notre corps, il est constitué des éléments de la matière. Notre corps, il est fait d'eau, de terre, de feu. Hein. Le feu, c'est l'énergie, hein, l'éther, l'air, etc. Mais notre âme, elle est faite d'autres ingrédients. Hein. Notre âme, elle est complètement subtile, elle est faite de force, de lumière, de sagesse, d'amour. Hein. Et cette énergie, elle a besoin d'être nourrie, d'être cultivée, elle a besoin d'être reconnue. Hein. Et donc, ce voyage vers l'intérieur nous permet d'avoir accès à notre, bon, on peut dire l'âme, etc., mais c'est aussi notre centre de gravité. C'est vraiment depuis cet espace-là que nous gouvernons notre vie, que nous gérons, que nous nous construisons. Et donc, malgré toute l'attention qu'on porte à l'extérieur, qui est évidemment très importante, mais ce n'est pas plus important, mais c'est tout aussi important eh bien, d'accorder cette attention à notre monde intérieur. Et donc, on peut s'interroger, est-ce que vraiment, est-ce que je me connais tel que je suis, au-delà des apparences, au-delà de tous les rôles, au-delà de tout ce que je fais? Parce qu'évidemment, on est identifié au personnage, mais est-ce que vraiment je me connais, hein, en tant qu'être spirituel, en tant qu'être de lumière, des valeurs? Et donc, est-ce que je me connais et est-ce que je me respecte? Le respect aussi, c'est important. Et le respect, c'est prendre soin d'eux. Et donc, le respect, c'est une énergie qui est au service de la vie aussi, hein, qui est importante.
on a besoin du respect des autres pour se sentir exister, pour se sentir en sécurité et pour pouvoir vraiment exister de façon à pouvoir vraiment exprimer qui nous sommes. Hein. Mais aussi ce respect, se respecter spirituellement, eh bien, c'est accorder de l'attention à cette dimension. Et puis après, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai identifié, est-ce que j'ai reconnu les valeurs qui sont importantes pour moi? Parce qu'on sait qu'on a ces qualités en nous, on a compris notre véritable nature spirituelle, hein, subtile. Et après, on a aussi des valeurs. Hein. Ça peut être la justice, la non-violence, la bienveillance, l'authenticité, le courage, hein, qui pour nous, qui donnent une direction finalement, hein, à notre vie. Et donc, est-ce que j'ai reconnu ces valeurs qui sont importantes pour moi et est-ce qu'elles sont présentes dans ma vie? Est-ce que les valeurs qui sont chères à mon cœur, est-ce qu'elles sont présentes dans ma vie? Est-ce qu'elles sont manifestes? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour la construction de la personne que je suis et qui va donner du sens, mais aussi qui va me donner une certaine intégrité, quoi, une certaine cohérence. Moi aussi, j'ai réalisé, enfin, c'est une découverte qui survient quand on commence un chemin de réflexion personnelle, mais comme quoi il était tellement important de reconnaître ses valeurs et d'être aligné avec ses valeurs, de façon à être la même personne à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire il y a une ligne dans ma vie, c'est-à-dire ce que je suis, eh bien, c'est présent dans ma vie. Et ça, c'est une grande force. Quand on est aligné avec ses valeurs, quand il y a cette intégrité, cette cohérence, c'est une grande force qui nous rend très stables. Parce qu'en fait, ce qui nous rend vulnérables, c'est quand ce que nous sommes à l'intérieur n'est pas tout à fait présent dans notre vie. Et donc là, ça crée comme une faille. Hein. Et c'est là qu'on devient vulnérable ou fragile. Et voilà, donc pour moi, ça fait partie du travail de la méditation. La méditation, c'est pas seulement m'asseoir de temps en temps pour dire Om Shanti. Vous voyez, hein, c'est un voyage, hein, parce que la vie est un voyage. Vous êtes d'accord que la vie est un voyage? Un sacré voyage, hein? Et donc, il y a le côté extérieur, mais après, il y a ce voyage intérieur et on n'en finit pas de découvrir toute la profondeur et toute la beauté qui est en nous. Et si cette découverte, après, on arrive à la rendre présente dans notre vie, ben là, c'est un sentiment de plénitude, je pense. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand on développe notre spiritualité, c'est-à-dire quand on... C'est comme une... Il y a des fleurs là? Ben oui, il y a des fleurs. Il y a des fleurs partout d'ailleurs. Et je veux dire, une fleur, quand elle est épanouie, elle est bien plus belle. Un bouton de rose, c'est beau, on sent que c'est une promesse. Hein. Mais après, quand elle s'épanouit, eh ben, non seulement elle a de la beauté, mais elle a aussi du parfum. Et là, ben, on s'approche, on regarde, on dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur. Et donc l'âme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous possédons en nous une promesse. Hein. C'est un potentiel de beauté, de force, de sagesse, puisque l'âme contient toutes ces qualités, toute cette essence. Hein. En fait, toute la beauté à laquelle on aspire dans la vie, eh bien, elle est contenue dans l'âme. Et c'est pour ça d'ailleurs que eh bien, nous aspirons à retrouver, nous aspirons à une correspondance entre ce que nous sommes et ce que nous allons pouvoir expérimenter dans la vie. Et ces qualités qui sont dans l'âme,
eh bien, elles sont l'essence de la vie et justement ce qui donne un sens à la vie. Parce que qu'est-ce que serait une vie sans amour, sans paix, sans sagesse, sans transparence? Ce serait pas forcément très satisfaisant, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, ce trésor qui est en nous, eh bien, plus on va le visiter régulièrement et le nourrir, eh bien, plus il va grandir. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment être conscient que, eh bien, nous possédons, et c'est quand même une très bonne nouvelle, parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de différences, de difficultés, de conflits, etc. Et finalement, tout ça parce que les gens, eh bien, ne savent pas qui ils sont. Et justement, ils sont surtout identifiés à l'extérieur, hein, aux apparences, à une religion, à un code de conduite, un niveau de culture ou un niveau de vie, etc. Et donc, quand on reste focalisé sur l'extérieur, ça crée beaucoup de limitations, de différences, et ça nous sépare. Et puis, ça nous rend pas très généreux, parce qu'on est dans le jugement, dans l'appréciation, etc., etc. Alors que quand on développe cette nature spirituelle, eh bien, ça nous rend beaucoup plus généreux, ça ouvre le cœur, et puis, intéressant aussi, c'est que ça nous rend plus humbles. Quand il y a cette conscience de l'extérieur, des rôles, des apparences, etc., il y a forcément de l'ego du personnage qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être respecté, d'être vu, etc. Alors que quand on cultive cette nature spirituelle, eh bien, on arrive à un niveau déjà, on retrouve une confiance en nous-mêmes, hein. On se sent plus sûr de nous, on est plus en confiance avec nous-mêmes, et donc on n'a rien à démontrer. On ne cherche pas à démontrer ou à prouver parce que on est comme on est, quoi. Et donc, ça génère aussi de l'humilité, quoi. Voilà, donc c'est de quoi a besoin mon âme, de quoi a besoin mon corps, de quoi j'ai besoin dans ma vie, ça on le sait, mais de quoi a besoin mon âme, de quoi est faite mon âme et de quoi a-t-elle besoin. Et donc vraiment, c'est une fois qu'on commence à nourrir l'âme, à la nourrir de silence, de bienveillance, et qu'on on développe ce trésor de la beauté intérieure finalement, vous sentez qu'il y a tout ce potentiel de beauté en vous? Oui, ça fait du bien, hein? Ouais. Et c'est pas quelque chose d'arrogant, c'est au contraire, ça donne une tranquillité, une force intérieure. Et je pense que donner du sens à sa vie, je pense que ça, la piste, elle va par là, hein. Parce que finalement, toute cette beauté qui est en nous, à quoi elle sert? Pourquoi il y a toute cette beauté qui est en nous? Eh bien, c'est que plus on va la cultiver, en être conscient, plus on aura de quoi partager, plus on pourra la partager. C'est pas seulement pour me regarder dans une glace et dire waouh, waouh, waouh. C'est que parce que finalement, de quoi a besoin le monde? Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de paix, le monde a besoin de sagesse, de bienveillance, de respect. Et donc, cultiver cette beauté intérieure, ce trésor spirituel qui est en nous, c'est pas simplement pour mon bien-être et pour ma plénitude ou pour un sentiment d'accomplissement personnel. Ça commence par là, bien sûr. Mais après, c'est qu'on a beaucoup plus à partager dans nos relations, dans notre façon de penser, dans notre regard, sur le regard que l'on pose sur les autres, etc. Et moi, je me souviens, j'avais compris quelque chose qui était pourtant simple, mais
qui m'avait paru avoir beaucoup de sens, c'est que finalement, dans chaque mouvement, dans chaque geste, dans chaque échange avec quelqu'un, on peut communiquer, on peut transmettre. Hein. Si par exemple, me demande, tu peux me passer un stylo ou un crayon, on peut passer le crayon, on peut même le lancer, hein. Mais on peut aussi donner ce crayon à la personne qui me le demande avec respect, avec un sourire, avec douceur. Vous voyez. Et donc, en fait, ce qui fait la richesse de cet échange, bon, le crayon, bon, bah, ça coûte 1 € dans le magasin, mais ce qui nourrit la vie, finalement, c'est ce qui a été transmis dans cet échange. Et donc, bah, finalement, vous savez, on parle de cette, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, être un karma yogi. Hein. Donc, nous pratiquons la méditation. Est-ce que vous vous considérez comme des yogis? Oui? Non? Pas le yogi, pas les postures physiques, hein, le yoga, le Raja Yoga, quoi. Hein. Donc, une personne qui pratique régulièrement la méditation Raja Yoga, on peut dire que c'est un yogi. C'est-à-dire qu'il crée quand même une certaine stabilité, alignement, etc. Et karma yogi, eh bien, c'est quand cette personne, elle pratique ce qu'elle apprend, ce qu'elle travaille, ce sur quoi elle travaille, elle le pratique dans son karma, c'est-à-dire dans ses actions. Et ça veut dire que chaque mouvement, on peut cuisiner, on peut être avec quelqu'un, on fait quelque chose, on épluche une pomme de terre, etc. Tout ça, on peut le faire en conscience et en exprimant quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a du sens, parce qu'on vit dans un monde assez matérialiste, où on est beaucoup dans le superficiel. Et superficiel, ce n'est pas vraiment une critique. Il n'y a rien de mauvais ou de méchant à ça, mais ça manque un peu de profondeur, quoi. On est beaucoup dans la surface. Hein. Et quelquefois, on n'est pas complètement satisfait ou on est frustré ou insatisfait parce que justement, on fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup de contenu. Vous voyez. Parce que justement, on est un peu trop dans la surface, quoi. Et le superficiel n'est pas nourrissant. Alors que quand on devient plus centré, qu'on devient plus un karma yogi, c'est-à-dire qu'on peut exprimer quelque chose à travers chaque action. On peut passer l'aspirateur avec amour. On peut peler une pomme de terre, ben voilà, avec amour aussi. Cuisiner, alors très important. Mais tout ce qu'on fait, quand on est en relation, on peut à chaque fois communiquer quelque chose. Et c'est ça qui va être nourrissant, qui va nourrir les relations, qui va me faire me sentir alignée avec le sens de ma vie, justement. Parce que qu'est-ce qu'on fait si on n'est que des faiseurs d'action? Vous voyez. On est toujours dans le faire, hein, dans l'action, dans l'agir, dans le faire, etc. Mais pas assez dans l'être. Et donc, quand on nourrit plus l'être, hein, eh bien, la vie prend beaucoup plus de sens parce que, en fait, ce qui nourrit la vie, ce qui soutient la vie, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est la paix. Ce sont vraiment toutes les qualités dont nous sommes porteurs. Ce sont des qualités qui sont au service de la vie. Et donc, si ma conscience et ma façon de me relationner avec moi ou avec les autres, elle est nourrie par ces qualités qui sont en moi, eh bien, j'apporte ma contribution à la vie même. Vous voyez. Donc, je suis non seulement alignée avec moi-même, avec mes valeurs, mais je suis aussi alignée avec le sens de la vie. Parce que la vie, c'est précieux et c'est important de la protéger. À l'heure actuelle, la vie, justement, elle a perdu beaucoup de sa valeur. Et ça crée beaucoup de souffrance, hein, de souffrance, de solitude, d'isolement, d'injustice, etc. Et donc, vous savez, vous connaissez cette expression de Gandhi qui disait « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Hein. » Donc, tranquillement, depuis ma vie, hein,
ma vie, tout ce qu'il y a de plus simple, incognito, etc. Mais en tout cas, je peux eh bien, orienter ma vie dans la direction de ce dont le monde a besoin. Et ça donne du poids, du sens, et ça va produire un sentiment d'accomplissement parce que ma vie sert à quelque chose. Ma vie, elle ne me sert pas qu'à moi seule ou à une poignée d'êtres chers, ma famille et mes amis. Ça veut dire, je manifeste, ma vie est un reflet de quelque chose qui est utile au monde. Ça vous paraît un peu grand ou ça vous paraît non naturel? Hmm. Ben voilà, c'est ça, c'est grand et c'est beau. Parce que comme on dit, moi j'aime bien cette expression, c'est agir localement et penser globalement. Hmm. Ça veut dire que bah, ma vie, bah oui, ma vie, elle se déroule et c'est là que je suis présent. Mais dans ma pensée, il y a une pensée qui est beaucoup plus large. Et donc, ça me relie au monde. Je ne vais pas pouvoir visiter tous les pays, écouter tout le monde, etc., etc. Mais par contre, il y a quand même une connexion qui me relie au monde et qui me relie aux valeurs justement importantes dans le monde. Et évidemment, pour moi, le sens de la vie, c'est ça, c'est quand ma vie, elle est ancrée dans quelque chose de fondamental qui nourrit la vie, qui est au service de la vie, et où je suis fidèle à mes valeurs. Alors après, il y a aussi un autre niveau, parce que puisqu'on est constamment dans le champ de l'expression, n'est-ce pas? On est constamment, non seulement on agit, mais notre âme, alors on agit, donc notre corps, il est en mouvement, il se déplace, il travaille, etc. Et le soir, on a besoin de se reposer, et puis on a besoin d'alimenter notre corps. Tout ce qui est vivant, finalement, a besoin de nourriture. Et donc, mon âme, qui est aussi constamment dans le champ de l'expression, on est constamment en train d'exprimer quelque chose, etc. Donc, l'âme a aussi besoin de se nourrir. Est-ce que vous nourrissez votre âme? Donc, la méditation, c'est le premier mouvement, c'est régulièrement se déconnecter volontairement du monde, du mouvement, du bruit, etc. Et regagner, retrouver ce sanctuaire, cet endroit qui est sacré finalement, le sanctuaire de mon monde intérieur, parce que c'est depuis cet espace que eh bien, je construis ma vie. C'est depuis cet espace que je réfléchis aux choses importantes de la vie. Donc, ce premier mouvement est le début. Et puis après, il y a cette connexion avec le divin. Parce que finalement, ma propre source d'énergie, l'âme est une source d'énergie, une source d'amour, de paix, de sagesse, de force. Donc, j'en prends soin et je la nourris en la réactivant. Parce que méditer, finalement, c'est réactiver ces ressources qui sont en nous. Les ressources, elles ont besoin d'être réactivées régulièrement parce que les ressources, c'est fait pour être dépensées, pour être utilisées. Et il y a aussi une autre façon de nourrir son âme. Alors là, c'est carrément le meilleur régime, c'est connecter avec la source spirituelle, avec Dieu. C'est quelque chose que vous pratiquez aussi, dont on parle ici, non, dans le Raja Yoga. Voilà. Et donc, voilà, il y a se relier à soi-même et ensuite, alors donc après, on est dans des relations latérales avec tous les êtres humains qui nous entourent. Et puis, dans ma vie, je peux créer cette connexion, cette relation verticale avec un être qui n'est jamais un être humain, qui n'est pas, qu'on ne peut pas prendre dans ses bras, qui on ne peut pas donner la main, mais par contre, avec qui on a une relation aussi. Donc, si moi je suis une âme, bon, l'âme suprême. Et donc là, dans ce yoga,
Yoga qui veut dire union, connexion, relation. Eh bien, dans cette relation avec l'âme suprême, avec la source spirituelle, eh bien là, je vais pouvoir puiser, hein, expérimenter vraiment la connexion avec une source d'amour, une source de sagesse, etc. Donc, toute l'énergie, toutes les ressources que je suis amenée à, pas dépenser, mais disons à manifester, eh bien, j'ai besoin régulièrement de me ressourcer. C'est comme bon, vous connaissez l'exemple du téléphone portable qu'on doit recharger régulièrement. Et donc, voilà. Et cette relation avec l'âme suprême, eh bien, vient inonder l'âme de l'énergie la plus pure, hein, nourrir l'âme de l'énergie la plus pure qui soit. Et donc, c'est une autre relation. Les relations avec les êtres humains, elles sont belles, elles sont une source de richesse. Vous pensez que les relations, c'est une source de richesse? Oui, hein? Mm. Voilà, donc la première relation, c'est avec soi-même. Cette relation avec soi-même est précieuse parce que c'est celle qui nous construit. Ensuite, il y a la relation avec les autres, qui est une source de richesse. Il y a la relation aussi avec le monde du vivant, avec la nature, hein, qui est le support qui nous accueille finalement. Et toutes ces relations, elles sont importantes et si elles sont basées sur le respect, eh bien en retour, elles vont nous respecter. Si je traite les autres avec respect, il y a de fortes chances pour que je reçoive en retour du respect. Si je traite la nature avec respect, il y a de fortes chances pour que la nature me respecte. Alors, bon, c'est profond là, hein, on parle de sujets comme le karma, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui vient de moi, si c'est basé sur des valeurs spirituelles, hein, c'est un très bon investissement. C'est-à-dire que c'est quand même générer en moi une possibilité d'un retour favorable. C'est-à-dire que dans ma vie, il y a un mouvement énergétique positif, hein, qui me protège et dans lequel je ne me sentirai pas vulnérable. C'est-à-dire que ma vie, je comprends les lois spirituelles, les lois du respect, hein, de la bonne utilisation. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide à avancer dans la vie sans me retrouver dans des situations de vulnérabilité ou sans me sentir menacée, hein. C'est quelque chose qui génère un sentiment de sécurité dans ma vie. Et après, cette relation avec Dieu, avec le divin, bon, ben là, c'est la relation vraiment la plus sublime, hein, qui n'est pas toujours si facile à créer, mais avec de la patience, on arrive à créer cette relation. Vous sentez qu'elle est présente dans votre vie, cette relation? Oui? Oui. Et alors, il y a il y a des personnes qui avaient déjà une pratique religieuse avant de découvrir la méditation Raja Yoga, hein. Mais cette relation qu'on propose dans le Raja Yoga, hein, d'âme à âme, ça nous permet de renforcer, de mieux connaître et mieux comprendre cet être qui est quand même assez pas si facile à connaître puisqu'il est tellement subtil, hein. Mais par contre, à travers la conscience d'âme, eh bien, on peut créer cette relation et c'est la nourriture la plus pure, hein, avec laquelle on peut nourrir notre âme. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est de sentir qu'on est de la même essence avec l'âme suprême, de la même essence, de la même nature, de la même famille. Donc, ça crée un sentiment de proximité. Et donc, ben voilà, pour moi,
ce qui donne du sens à la vie, c'est quand l'âme, elle est vraiment reconnue et nourrie, hein, et nourrie de cette relation. Et ensuite, eh bien, naturellement, c'est comme si tout s'alignait dans ma vie. C'est-à-dire que chaque pensée, chaque parole, chaque geste, hein, va être juste, va être précis. Parce que dans les qualités de l'âme, il y a aussi la lumière et la pureté, la clarté. Donc la clarté, elle nous donne de la justesse et du discernement. Et donc l'amour, la paix, la joie, c'est important, mais le discernement aussi, c'est important. Le discernement, la clarté dans mon appréciation des choses, de ce qui est à faire, de ce qui est à dire, etc. Et donc cette clarté, elle me permet de voir juste et d'agir de la façon la plus appropriée. C'est possible? Ça serait l'idéal, oui, c'est vrai. C'est vrai que le discernement, c'est important aussi, hein, parce qu'on peut avoir de bonnes intentions, hein, faire des efforts pour, voilà, pour que tout se passe bien. Mais après, c'est vrai que la clarté, c'est quand même ce qui vient donner l'éclairage de ce qui est à faire ou ce qui est à dire, et de ce qu'il vaudrait mieux ne pas dire ou ne pas faire à ce moment-là, selon les circonstances et les personnes, etc. Et donc, c'est vrai que s'il y a cet éclairage de cette lumière de Dieu qui me donne, alors c'est pas une lumière comme un spot, hein, c'est vraiment la pureté, la clarté, etc., qui me permet de voir juste et d'avoir une appréciation juste, hein. Et à ce moment-là, eh bien, tout ce qui est expression de l'âme, hein, pensée, parole, action, etc., décision, eh bien, aura cette justesse, hein, et va générer de l'harmonie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pose, qui est exprimé, qui est dit ou qui est fait, et c'est juste. C'est pas quelque chose de spectaculaire ou de grandiose, etc. C'est juste. Et quand quelque chose qui est juste se pose à sa place, et ça fait pas de vagues, ça fait pas de, vous voyez, de bouleversement. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait dire. Et donc, on avance dans la vie sans faire trop de vagues. Voilà. Donc, il n'y a rien de brusque, il n'y a rien qui vient chambouler les choses, etc. Et donc, ça devient un peu comme un art de vivre. Vous considérez que vous êtes des artistes? Parce que finalement, on parle des arts. Bon, alors il y a la peinture, la musique, la sculpture, la danse, etc. Mais la vie est un art. Et ben, on possède en nous tous les outils pour que cet art il soit magnifique, il soit beau. Parce que finalement, en tant qu'être conscient, eh bien, nous créons nos pensées. Donc, on est déjà des créateurs. Et qui dit créateur, bah, dit création, dit art. Donc, en fait, c'est vrai que si on considère notre vie comme un art, on va mettre plus de soin dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans aussi la projection, c'est-à-dire on est aussi conscient que chaque pensée ou chaque parole, c'est comme une graine et qui va avoir des conséquences. Vous voyez? Ça veut dire que dès qu'on plante quelque chose, dès qu'on plante une graine, il va y avoir quelque chose qui va se manifester. Donc, on fait en sorte de planter des bonnes graines de façon à ce que ce qui va jaillir de ce qu'on a planté, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pensé, ça va être quelque chose d'intéressant, de juste aussi. Voyez. Donc, avec soin, avec attention, avec respect, avec bienveillance, l'âme, elle est dans le champ de l'expression, mais
Tout est important. Il y a les grandes choses qui sont importantes, mais même les petites choses, même quand personne ne me voit. Quand on est plus visible, bon, ben, on fait plus attention, hein, parce qu'il y a du public. Mais même quand personne ne me voit, vous voyez, on peut faire les choses avec la même attention, soin, hein, parce que finalement, c'est un investissement en moi. Et donc, je suis constamment, en tout cas le plus possible, alignée avec moi-même, avec ce qu'il y a de plus noble en moi, avec mes valeurs. Et donc là, ça crée vraiment une ligne dans ma vie qui est comme une flèche d'or, vous voyez, qui traverse ma vie. Et ça donne un sentiment silencieux, mais d'accomplissement et que ma vie a du sens parce que j'exprime ce qu'il y a de plus noble en moi. Et après, on peut avoir une vie très simple, hein, mais en attendant, il y a cette dignité, quoi, cette force intérieure. Mais je pense vraiment que la méditation Raja Yoga, c'est vraiment un trésor. Moi, je me souviens quand j'ai terminé les cours, j'étais à l'époque à Barcelone, et la professeure principale, elle m'a demandé, alors, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez trouvé, découvert? Et j'ai dit, j'ai l'impression que j'ai découvert un trésor. Et alors, bon, ben, ça fait plus de 30 ans et je continue de penser la même chose. Et le trésor n'est pas encore, j'ai pas encore épuisé la veine, quoi, hein, comme on dit dans les mines, quoi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de limite à l'amour, à la paix, à la sagesse, à la joie, à la beauté. Les limitations, c'est nous qui les mettons parce qu'on est devenu un peu, si on ne prend pas attention à nous-mêmes, eh bien, on rétrécit, quoi. On peut vivre dans une petite boîte d'allumettes comme ça. Et donc, voilà, donc on développe, on manifeste, on cultive ce trésor. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plus ce qu'on manifeste est aligné avec le sens de la vie, parce que la vie, elle a son intelligence aussi. Et donc, si mon comportement, il est aligné avec le sens de la vie, c'est-à-dire j'honore la vie, je la respecte, hein, dans les autres, dans la nature, en moi-même, etc., eh bien, la vie, elle répond aussi. C'est-à-dire que si moi, je coopère avec la vie de cette façon, la vie va coopérer avec moi. Voyez. Et donc, ça, c'est un sentiment très profond qui, encore une fois, qui vient nourrir ou confirmer ce sentiment de donner du sens à ma vie. Parce que je me sens vraiment ancrée, voyez, ancrée, alignée avec le rôle que je joue, le rôle spirituel. Hein, et je vois que je trace une destinée finalement. Hein. Qu'est-ce que c'est que notre destinée? Quelle est l'orientation que je donne à ma vie? Ça, ce n'est pas les politiques, ni les autres, ni mon travail qui fait ça. Effectivement, extérieurement, il peut y avoir des choses, un job, une adresse, des activités, des relations, etc. Mais vraiment, ma destinée, ça, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et ma destinée, c'est toutes ces attitudes, ces pensées, ce soin qu'on met à vivre notre vie finalement. Et ça crée une ligne. Et ça m'emmène quelque part. Et ce quelque part, il me ressemble. Vous voyez? Ça veut dire que je me reconnais dans ce que je trace. Quelquefois, dans le Raja Yoga, dans l'étude, dans les niveaux un peu plus approfondis, on parle des Murli, on étudie bon, un niveau plus approfondi, et on parle de comme quoi on peut dessiner la ligne de notre destinée. Et voilà.
Donc, ma destinée, elle est entre mes mains. C'est moi qui la crée, c'est moi qui dessine ce chemin. Et quand je vois ce chemin se dessiner, parce que finalement, une vie, c'est quand même assez long, et donc je vois que ce que je trace, c'est pas mal. Ça crée un sentiment de tranquillité intérieure. Voilà. Et donc, en ça, on est des artistes. Alors, un artiste, ben, c'est bien quand il est inspiré. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la méditation, on y revient quand même. Eh bien, c'est pour stimuler l'inspiration, c'est-à-dire maintenir vivante cette flamme, hein, de la conscience. Hein, parce qu'on dit que l'âme, c'est de la lumière. Donc, c'est comme si on avait une petite lampe, vous savez, ces petites lampes. Et c'est très important que cette petite flamme, elle ne s'éteigne pas. Parce que dans la vie, il peut y avoir des courants d'air, des bourrasques, hein, ou alors l'inattention peut aussi être quelque chose qui peut éteindre cette petite flamme. Donc, cette petite flamme, elle est précieuse, hein, parce qu'elle garantit vraiment qu'il y aura toujours de la lumière dans ma vie. Et quand il y a de la lumière, eh ben, on voit le chemin se dessiner. Voilà, donc prenons soin de nous. Hein, et puis, voilà, c'est ça, c'est ma vie est alignée et il y a à la fois de l'humilité, de la force intérieure, de la tranquillité, de la stabilité. Et cette force intérieure qu'on construit, eh bien, elle me protège aussi parce que c'est pas parce que je médite que tout d'un coup, il ne va plus rien se passer autour de moi. Hein. Donc, il continue de se passer des choses et qui ne sont pas toujours plaisantes ou difficiles, etc. Mais cette force intérieure et cette clarté va me permettre de gérer, hein, le mieux possible les circonstances extérieures. Hein. Et puis, les circonstances, elles sont passagères, temporaires. Hein. Et l'âme, elle est immortelle, permanente, éternelle. Donc, moi, l'âme, je suis le voyageur, hein, et je traverse des scènes. Hein, c'est comme quand on prend le train. Hein. On ne descend pas du train à chaque scène. Hein. On reste dans le train, on reste bien centré, etc. Et effectivement, il y a des scènes latérales qui se produisent. Voilà. On va faire en sorte de gérer le mieux possible, mais sans être déstabilisé, en restant fidèle à nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous sentez que vous avez cette richesse dans votre vie, la méditation. Puis là, vous avez un beau centre, hein, plein d'activités. Et puis vous êtes nombreux quand même. Hein. On n'en a pas autant à Paris. Je pense qu'il y a un petit peu moins de monde à Paris. Enfin, il y a Zoom aussi. Oui, c'est ça. Le Zoom, c'est bien, il faut reconnaître, c'est bien. Mais le présentiel, c'est mieux. Parce que là, il y a vraiment l'énergie. Bon, dans le Zoom, on se sent, hein, il y a une petite communauté, voilà, c'est sympa. Mais là, il y a la présence de chacun. Et donc, ça, c'est une grande force aussi. Hein. C'est vrai qu'encore un truc qui est vraiment formidable, c'est ce qu'on appellerait, entre guillemets, la bonne compagnie. Ça veut dire les personnes avec qui il y a cette affinité, avec qui je partage une pratique profonde. Vous voyez, parce que il y a des gens très bien, on fréquente des gens très bien, etc. Mais on n'a pas tous cette connexion spirituelle avec les gens qu'on rencontre. Hein. Tandis que là, on se comprend et on a une pratique qui fait qu'on est tous connectés, quoi. Et c'est une force et c'est quelque chose de beau qu'on partage, quoi. Et puis après, chacun repart, hein, sur son point de la ville et puis partager, quoi. Vous sentez qu'après, c'est quelque chose que vous transmettez aux autres? Oui, hein? Dans nos familles, au travail, auprès des amis. Hein?
cette sagesse, cette paix intérieure, cette lumière. C'est quelque chose qui est, c'est silencieux, hein? On n'est pas obligé de faire des grands discours, mais c'est une énergie qui se diffuse. Hein, ça aussi, c'est important, cette contribution. Et vous sentez que ça marche? Que ça fait du bien autour de vous? Cette paix intérieure, cette stabilité? Oui? Ça dépend avec qui? Oui, c'est sûr. Ben, il y en a qui sont plus hermétiques. C'est vrai. Bon, ben, il n'y a pas toujours le retour, etc. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Ah ben, c'est gentil. Merci. Drôle de question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que, posons comme le président des États-Unis, Mm. ne fait pas de rinçage, hein? Ça veut-tu dire que finalement c'est valeur c'est une chose, la spiritualité, il n'y en a pas, ou bien faible, comment ça marche? Ben, c'est vrai qu'on vit dans une période où il n'y a pas que des sages dans le monde, quoi. Hein. On vit dans une période, justement, je pense que peut-être que trop de matérialisme dans le monde crée des personnalités. Voilà, c'est ça, des égos qui passent même plus par les portes. On parle de personnes en particulier, hein, mais c'est vrai. Disons que on n'est pas dans une période de grande sagesse dans le monde, hein, mais plutôt de matérialisme, d'ego, de paraître ou de pouvoir, voilà. L'importance de l'argent, de la domination, d'avoir encore plus, etc. C'est comme ça, c'est une période, hein. Ça n'a pas toujours été comme ça ne sera pas toujours comme ça, mais en ce moment, c'est vrai qu'on traverse cette période-là. Et vous, c'est vrai que vous êtes quand même les voisins, hein. Toc, toc, toc. Et donc, bah, on ne peut pas forcément changer le cours des choses, mais par contre, on peut changer ce qu'on peut contrôler, c'est comment on le traverse, on le ressent. Et puis, notre vie nous appartient. C'est-à-dire, ma vie, elle ne dépend pas du voisin. Après, extérieurement, bah oui, après, ça peut créer des remous, des vagues, etc. Oui, c'est vrai, côté politique. Mais après, intérieurement, je peux continuer de tracer ma destinée lumineuse. Ça, c'est... Personne ne peut interférer là-dedans. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son monde intérieur pour que mon monde intérieur ne soit pas affecté. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages, je ne vais pas les faire entrer en moi. Ils restent à la périphérie. Voyez? Parce que finalement, la méditation, elle nous permet de... Bah, c'est vrai qu'il y a le monde, hein, et dans le monde, tout le monde circule. Hein. On ne peut pas contrôler les gens ni les circonstances. Par contre, mon monde intérieur, la pratique de la méditation, elle nous permet de créer un champ énergétique autour de moi. Voyez. Parce que toute cette paix, toute cette force intérieure, ce calme, etc., ce sont des qualités, mais ce sont aussi des énergies, des vibrations. La paix, c'est une énergie, c'est une vibration. La force intérieure aussi. Et donc, plus on cultive cette force qui est en nous, plus elle va créer un champ énergétique autour de nous. C'est-à-dire qu'il va nous protéger. Et donc, dans ce champ énergétique que je cultive dans ma vie, ça devient une protection. C'est invisible, ce qu'on voit, c'est le pantalon, le corps, on voit. Hein. Mais il y a un corps énergétique qui se crée, qui se construit et qui me protège des menaces, des atteintes, quoi. Hein. Ça veut dire que les flèches de l'agressivité, des menaces, etc., elles restent là. Elles ne viennent pas me toucher directement, vous voyez. Donc, la méditation, c'est aussi créer une protection personnelle, vous voyez. Et on est conscient de ce qui se passe, on est au courant des actualités, etc., mais on sera moins affecté. On peut se poser des questions, on peut se dire, bah, dis donc, où est-ce qu'on va, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le monde, etc. Mais par contre, mon monde intérieur sera beaucoup moins affecté. Hein, parce que dans mon monde intérieur, c'est moi qui décide. Hein. Et donc, ce n'est pas une attitude égoïste, ça veut dire que plus
je vais cultiver cette sagesse intérieure, cette paix intérieure, plus c'est ce que je veux pouvoir manifester et puis peut-être aider ou inspirer d'autres personnes. En tout cas, créer un climat là où je vis, là où je travaille, un climat où il y a du calme, du respect, de la stabilité, etc. Après, je vous dis, l'actualité, bon, no comment, parce qu'il y a ce qui se passe ici et de l'autre côté de la frontière, puis après, on voit tout ce qui se passe dans le monde. C'est terrible, hein? Et quand je disais tout à l'heure, moi, je me sens vraiment privilégiée parce que on vit pas, on n'est pas sous les bombardements, sous les missiles, on a de quoi manger, on a de quoi boire, de quoi se chauffer. Et en plus, on a le luxe de pouvoir passer du temps avec des personnes qui, comme nous, bien, ont découvert une pratique qui est précieuse. Donc, voilà. Et ce privilège, eh ben, ça nous donne aussi quelque part le sentiment que c'est quelque chose qu'on peut partager autour de nous. Dans les conditions, disons, de pauvreté, il y a beaucoup de pays pauvres. En soi, ça favorise le développement de plus de spiritualité ou comme la résilience, toutes ces choses-là, parce qu'il manque tellement de choses. C'est vrai. Après, la pauvreté ou les difficultés, ça rend... Quelquefois, ça peut rendre les gens résilients, hein, ou alors l'opposé. C'est tellement des traumatismes que ça casse les gens. Ça... Oui, c'est ça, ça peut les radicaliser, il peut y avoir tellement de souffrance que c'est des gens qui sont blessés puis qui peuvent devenir agressifs, enfin voilà. Oui, voilà, ou dépressifs. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de ressentir de l'empathie hein, parce que il y a beaucoup de souffrance. Enfin, je veux dire, les gens heureux, ils vont jamais faire la guerre, hein, ni jamais faire du mal, ni abuser des autres. Hein. Donc, tout ce qui se passe de douloureux, c'est que ces personnes, il y a des blessures, quoi. Bon, ça n'excuse pas, hein, mais par contre, on peut comprendre hein, que justement, on est dans une période où il y a beaucoup, où toute cette négativité, elle blesse les gens et puis elle les rend mauvais. Donc, voilà. Donc, la méditation, ça nous aide aussi à guérir nos blessures, à revisiter nos mémoires, peut-être, et à mettre un peu de baume, adoucissant. Ça, c'est aussi une question de respect et d'amour pour soi-même. Hein. Il y en a du travail, hein, mais en même temps, c'est chouette, quoi. On a un rôle à jouer, finalement. Hein. Apporter de la lumière, apporter de la paix. Oui? Souvent, nous, on est un peu comme vous, on découvre la méditation oui. dans notre vie. Oui. Et souvent, on se dit, il me semble qu'on aurait dû découvrir ça avant. Ah oui. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les prochaines générations? Pour pas qu'ils fassent comme nous, qui découvrent ça à 40, 50, oui. 60 ans? Alors, déjà, nous, on a découvert peut-être trop tard, mais je pense qu'on découvre au moment où c'est le moment, quoi. Ah, ça veut dire avant l'heure, c'était pas l'heure. Et bon. Après, c'est vrai que c'est souvent qu'on l'entend. Il y a des gens, ils prennent des cours, ils disent, oh là là, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner dans les écoles. Hein. Mais après, tout le monde n'est pas prêt à accepter. Vous voyez, c'est vrai que l'idéal, ça serait d'apprendre aux enfants à méditer. Ça, c'est sûr. Ça se fait. Oui, la fondation, c'est. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui sont écoutées, qu'on écoute et à qui on fait confiance et ils réalisent des projets. Dans les hôpitaux aussi, quelquefois, il y a de la méditation, etc. Donc, il y a quelque part une reconnaissance que la méditation, c'est quelque chose de très utile, etc. Et puis, il y en a d'autres, ils s'en fichent complètement, ils pensent que c'est secondaire ou que c'est pour les originaux. Oui, c'est suspect quelquefois même. Voilà. Donc, on sait que tout le monde ne sera pas d'accord. C'est sûr qu'on a cette pensée. Et par contre, c'est vrai que la seule chose qu'on peut faire, c'est inspirer. Et puis, si on a une occasion
d'offrir quelque chose, ben, on va le faire. Et sinon, ben voilà, la personne que je suis. On est tous une vitrine quelque part, hein, de ce qu'on pratique, parce que ce qu'on pratique intérieurement, ça se voit. Même sans rien dire, mais il y a quelque chose. Et alors après, les gens, ils peuvent venir vous demander, bah, dis donc, je te vois toujours souriante, tu t'énerves jamais. Ah oui, moi j'ai découvert la méditation. Et les gens qui veulent savoir, ils peuvent venir nous poser des questions. Mais c'est sûr que ça, pour les enfants, ça serait super. Parce qu'en plus, les enfants aiment méditer. Et les animaux aussi. Je ne sais pas si vous avez des animaux domestiques, mais les gens qui ont un animal, un chat ou un chien, ils disent quand je vais méditer, l'animal, il m'accompagne, quoi. Hein, parce qu'il capte les vibrations. Om Shanti, tout le monde aime ça. Hein. Eh oui, même les plantes. Ouais, on dit, il y a des gens, ils ont la main verte. Voilà. Donc, c'est un secret qui est... Oui, Juste une façon, c'est de ramener le silence. voilà, Parce que là, il n'y a pas de silence c'est vrai. dans la vie de la plupart. Non. Il y a du bruit et des fréquences de Wi-Fi, etc. C'est vrai. Et puis, c'est un silence qui n'est pas seulement absence de, hein, c'est un silence qui est empli d'une belle vibration, quoi. Donc, on est porteur de quelque chose de très important, qui est un peu secret parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre ou à le découvrir. Parce qu'il y a des gens, ils sont encore trop occupés dans leur propre vie, ils ont encore trop de choses à gérer ou à régler, et ils n'ont pas encore la fenêtre, vous voyez, où là, ils seraient disponibles. Vous êtes d'accord que quelquefois, on a des choses à régler dans notre vie, on a à mettre de l'ordre dans notre vie, et là, on n'est pas encore disponible pour ça, parce qu'on est busy, quoi. Très bien, alors je suis assise confortablement. Je laisse reposer cette conversation très intéressante, ces échanges. Et je m'intériorise. Je regagne un espace de silence au plus profond de moi. Comme un sanctuaire. Un espace sacré. Je visualise mon corps assis confortablement. Je prends conscience du rythme de ma respiration. Et je visualise au centre de mon front, là où naissent mes pensées. Une minuscule étoile resplendissante. C'est la lumière.
suis une conscience pure, une énergie très subtile. Moi, l'âme, je suis l'énergie vitale dans ce corps. Et dans cette conscience de l'être de lumière, ma véritable identité. On peut ressentir la présence de la source spirituelle, l'âme suprême. Me fondre dans sa lumière. Et retrouver cette relation éternelle entre l'âme et Dieu. M'imprégner de son amour totalement pur et inconditionnel. Qui pénètre au plus profond de l'âme. Guérissant des mémoires, des blessures. Je suis lumière et paix. Et peu à peu, je ramène mes pensées vers cette salle. Je respire profondément.
Et je ramène cette expérience de lumière. D'amour et de paix. Je visualise l'âme resplendissante, simple de feu, rafraîchie. Alors, je pense qu'on a été bien rempli de belles paroles de sagesse. Ce que je ressens beaucoup de ce qu'elle nous a présenté, c'est, je pense qu'elle nous a bien motivés pour pratiquer plus la méditation. Est-ce que tu vraiment en recevoir tous les bénéfices, hein? C'est de voir tout l'impact que ça peut avoir dans notre vie, et qu'on peut avoir aussi dans notre entourage. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup